Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage unique dans l'histoire. D'abord criminel, puis l'un des plus grands policiers de l'histoire. Eugène François Vidocq a concentré mille et une vies. Eugène François Vidocq est né en 1775 à Arras, a multiplié les aventures et s'est forgé une légende à la hauteur de ses ambitions. Petit voyou multirécidiviste, bagnard et fugitif, il réussit le tour de force de devenir le chef de la brigade de sûreté de la préfecture de Paris, de la police. Vous voulez en savoir plus sur Vidocq? Venez avec moi. Ce que retiendra la postérité, c'est qu'Eugène François Vidocq fut, grâce au succès de ses mémoires parus sous la Restauration, le père du roman policier. D'abord, ces récits, probablement très arrangés, constituent une mine pour un auteur à la recherche de sujets. D'autre part, l'homme lui-même fut l'un des premiers détectives privés de notre histoire. Ayant fondé une agence au service des particuliers après son éviction de la police officielle, son prestige ne cessera de grandir auprès de grands écrivains de son temps. Il a inspiré Honoré de Balzac à Victor Hugo, les personnages de Vautrin, Splendeur et misère des courtisanes, et de Valjean, Les Misérables. Films et séries télé qui l'inspirent ont achevé de créer le personnage Vidocq, donnant de beaux rôles à Gérard Depardieu ou Claude Brasseur. Artisan de sa propre légende, cet aventurier du XIXe siècle reste une figure à la fois très populaire et pourtant profondément méconnue. Publiant ses mémoires en 1828, Vidocq a su réécrire sa propre histoire, et c'est peut-être uniquement sur ce point que l'on peut le comparer à Napoléon. Hélas, ses mémoires, loin d'être objectifs, est mêlé au folklore populaire et fait de Vidocq un personnage fantasmagorique dont l'historien a tout le mal à discerner le vrai du faux. En effet, l'homme, voyageant beaucoup, changeant de nom pour ses enquêtes, les lacunes archivistiques sur la période révolutionnaire étant celles qu'elles sont, de nombreuses affirmations étant tout simplement invérifiables. Il y aura toujours une légende Vidocq. Eugène François Vidocq est né à Arras le 25 juillet 1775. Son père étant boulanger, la famille vit dans une certaine aisance. À 13 ans, volant découvert en argent à ses parents, il est envoyé 10 jours à la prison des Baudets. À 16 ans, le jeune homme aurait néanmoins décidé de quitter le foyer familial et de partir pour l'Amérique, et s'enfuit avec 2000 francs subtilisés dans la caisse de son père. Endormi après quelques abus de boisson, il se voit dépouillé de son pactole par quelques malfaiteurs et vit alors de petits boulots dans une bande de vagabonds. Servant entre autres de charlatan ambulant, réduit à la misère, il se résigne à rejoindre le foyer familial. L'aventure tourne court et le voilà engagé dans l'armée au régiment de Bourbon. L'autorité militaire lui si mal. Il déserte, se réengage du côté des Autrichiens, puis dans l'armée roulante, troupe irrégulière. Petit escroc, bagarreur, il est familier des prisons. Il développe également très tôt le goût de la bagarre. Lors de la Révolution de 1789, il se serait engagé avec la France, mais aurait déserté et serait passé dans l'armée autrichienne à nouveau. Là, soumis aux punitions corporelles, il déserte à nouveau et réintègre l'armée française en se faisant passer pour un déserteur belge. La carrière militaire de Vidocq est assez floue, on le dit duelliste. Il aurait participé à la bataille de Valmy et à celle de Jampasse. Il aurait été caporal des grenadiers, puis chasseur à cheval. Désertant à nouveau, il retourne à Arras où il se marie. Convaincu de l'infidélité de sa dulcinée, il l'abandonne. Se faisant passer pour un capitaine de hussards sans troupe, il aurait alors vagabondé en Belgique en compagnie de joueurs et d'escrocs, avant de rejoindre Paris. Continuant dans la capitale sa vie de vol et d'escroquerie, il est arrêté et condamné à 8 ans de travaux forcés pour faux. Alors qu'il est emprisonné à Lille en 1796 pour une rixe, il rédige un faux pour favoriser l'évasion d'un codétenu. Le voilà condamné à 8 ans de bagne et une vie de fugitif. Durant son transfert, il tente plusieurs évasions en vain. Sautant d'un mur d'enceinte de l'hôpital, il se foule les 2 pieds. Incarcéré au bagne de Brest, il se serait évadé en se déguisant en marin. Car Vidocq est un as de l'évasion.
Il s'évade du bagne 8 jours après son arrivée, puis 3 ans plus tard, alors qu'il a été repris et envoyé à Toulon. Il se fait de nouveau la belle. Le mythe est né et sa réputation n'est plus à faire dans le milieu du banditisme. Mais cette vie l'épuise, et c'est avec acharnement qu'il cherche à obtenir la grâce de Napoléon. Dès 1805, il s'adresse à l'empereur pour plaider sa cause, argumentant que 8 ans de vie de fugitif valent bien 8 ans de bagne. En vain, il réitère sa demande en 1810 alors qu'il travaille déjà en sous-main pour la préfecture de police. C'est finalement Louis XVIII qui lui accordera en 1818, plus de 20 ans après sa condamnation, sa liberté. Pour s'évader, Vidocq maîtrise l'art du déguisement. C'est habillé en chirurgien qui s'échappe de l'infirmerie du bagne de Toulon. Se fondre dans la masse par le travestissement deviendra son mode opératoire favori et celui qu'il imposera à ses hommes. En 1809, Vidocq, las de courir, offre ses services à la police spéciale des voleurs, division dirigée par Jean Henry. De la prison, il dénonce les mauvais coups en préparation. En 1811, il en sort par une fausse évasion avec la complicité d'Henry, et un an plus tard, on lui confie la brigade de la sûreté, dédiée au vol, meurtre, assassinat, prostitution, viol, mais également escroquerie et faux. Sa brigade spéciale est recrutée uniquement parmi les forçats, plus ou moins repentis, à même de s'infiltrer aisément dans les bas-fonds de la capitale. La brigade de sûreté, dirigée par Vidocq, est rémunérée sur les fonds secrets, n'étant à l'origine composée que de 4 hommes, un chiffre qui grimpe progressivement pour atteindre 28 en 1824. Vidocq n'était peut-être payé que de 5000 francs par an, mais il ne serait pas étonnant que des rentrées d'argent illicites soient venues compléter ce salaire. Chateaubriand racontera le spectacle qui s'offrait à lui quand il était incarcéré pour soupçon de conspiration. C'était un va-et-vient de mouchards dans différents déguisements, comme des masques le mercredi des cendres, marchands de salade, crieurs des rues, charbonniers, chiffonniers, joueurs d'orgue, etc. Vidocq informé de tout ce qui se trame dans Paris et des délits commis. Vidocq est surnommé l'empereur de Paris, en comparaison à l'empereur Napoléon Ier. Ses méthodes, sa personnalité sulfureuse, son équipe constituée d'anciens malfrats lui attirent bien des inimitiés, mais ses succès sont incontestables. Victime d'une intrigue, il est tout de même renvoyé en 1827. Vidocq étant royaliste, on prétend que la presse républicaine ne l'appréciait guère. En 1827, cependant, l'image sulfureuse de Vidocq étant jugée comme néfaste pour la police, il est poussé à la démission par le chef de la police de Paris et remplacé par un certain Coco Lacour. Il prend alors sa retraite et monte à Saint-Madé, près de Vincennes, une entreprise de papeterie. On dit alors qu'il crée le premier papier infalsifiable. En 1832, il est cependant momentanément rappelé à la police de sûreté, mais il est de nouveau évincé pour avoir joué les agents provocateurs dans les émeutes de juillet. Les restructurations fusionnant cette unité à la police municipale, Vidocq refuse de perdre son autonomie. Il démissionne sous prétexte de s'occuper de sa femme malade. En 1833, il crée à Paris un bureau de renseignement pour le commerce, choisissant bien évidemment lui-même ses agents et bénéficiant du réseau d'informateurs qu'il avait tissé depuis de nombreuses années. À la tête d'une officine de renseignement qui préfigure les agences de détectives, il utilisera le travestissement encore pour filer les femmes adultères et confondre les employés indélicats, tout comme les mauvais payeurs. Concurrençant la police, un jugement ordonne la fermeture de son agence de détective privé. Il meurt du choléra à Paris en 1857 à l'âge de 82 ans. La cérémonie funèbre eut lieu à l'église Saint-Denis de Saint-Sacrement, mais son lieu de sépulture reste un mystère. On connaît le policier et détective, mais Vidocq a exercé au cours de sa vie 1001 métiers. Dans sa jeunesse aventureuse, il est un temps acrobate de cirque, puis marionnettiste, colporteur. De retour à Arras, il est épicier. Évadé du bagne, il s'installe comme marchand de tissus à Versailles, sous le nom de Blondel.
Lorsqu'il est écarté de la brigade de sûreté en 1827, il se lance en parallèle de son agence de renseignement dans la fabrication de papier. Vidocq, qui est tombé pour faux en écriture, se passionne pour le papier infalsifiable et l'encre indélébile. Depuis son usine située à Saint-Mandé, il multiplie les initiatives pour breveter ses inventions. Mais l'homme ne se contente pas de cette vie bourgeoise. En 1845, il renoue avec le monde du spectacle à Londres, où il se produit sur scène. Il y raconte sa vie, digne d'un roman. Il ouvre également un petit musée criminel exposant menottes, armes, mini-guillotines. La légende de Vidocq, roi des brigands et patron des policiers, ne serait pas complète sans l'image de tombeur de ces dames. Elles ont été nombreuses, souvent complices de ses méfaits et de ses évasions. Certaines le trahiront. Les maîtresses ne se comptent pas. Les épouses sont au nombre de 3. De la première, Marie-Anne Chevalier, il ne pourra que se repentir de l'avoir épousée. Prétendument enceinte, elle le trompe bien vite et tente de le faire arrêter. Vidocq s'enfuit. Personnage énigmatique, mystérieux, cet homme est un véritable transformiste. Au service de la police, ne savait-il pas recueillir les confidences de ses camarades de prison ? N'a-t-il pas entretenu cette image de forçat évadé pour mieux commander à ses repentis ? De combien d'identités a-t-il usé pour infiltrer les bas-fonds de la capitale ? De nos jours, il fait l'objet d'une dizaine d'adaptations au cinéma et télévisées, comme en 1971 avec Claude Brasseur dans la série Les Nouvelles Aventures de Vidocq, ou encore en 2001 avec Gérard Depardieu dans le film Vidocq, ou encore en 2018 avec Vincent Cassel dans L'Empereur de Paris. Il apparaît dans les bandes dessinées et dans les romans, et a inspiré de nombreux personnages comme le Vautrin de Balzac et peut-être aussi le Jean Valjean de Victor Hugo. Après avoir écrit quelques essais et romans, c'est sa vie qu'il romance brillamment dans ses mémoires. Connaîtra-t-on un jour avec plus de précision les détails de la vie aventureuse de Vidocq ? Ou a-t-il emporté son secret dans la tombe, elle-même introuvable ? Comme on l'a vu, Eugène François Vidocq est célèbre pour avoir été tour à tour voleur, bagnard, détective privé, agent secret, puis également policier. Parfois surnommé le Napoléon de la police ou l'empereur de Paris, il est l'auteur de ses propres mémoires et de plusieurs ouvrages. Son prestige ne cesse de grandir auprès des grands écrivains de son temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.